Vous écoutez Chef, le premier podcast qui vous fait découvrir l'histoire personnelle, la vie des plus grands de la gastronomie française. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de Chef, avec aujourd'hui un entretien que je souhaitais réaliser depuis plus d'1 an. Et l'agenda était compliqué, il y avait une succession de projets, de résidences, puis enfin l'ouverture du restaurant où je l'ai rejoint pour l'enregistrement, le joliment nommé Datil. Rendez-vous donc avec la chef Manon Fleury. Vous connaissez sûrement son nom car depuis quelques années, elle est l'une des figures de la gastronomie française contemporaine à bien des égards. Elle avait marqué les esprits en prenant la tête de la cuisine du Mermoz. Vous l'avez peut-être suivie au cours de résidence, au Perchoir, au Chalet des Îles ou même à Monaco. Puis plus récemment, évidemment, elle a attiré tous les regards en ouvrant son propre restaurant rue des Gravilliers à Paris. On a beaucoup parlé d'elle ces derniers mois car Manon est du genre engagé. Dans sa cuisine par exemple, à ce jour, on ne trouve que des femmes. Et ce n'est pas forcément un parti pris, mais plus le fruit d'une conviction. Manon Fleury ne voit pas pourquoi la gente féminine serait invisibilisée. Elle le soutient depuis longtemps et donc tout naturellement à l'ouverture de son restaurant, elle a reçu une foule de candidatures qui ont conduit à la constitution de cette équipe de filles. Plus horizontal aussi le management, même si vous l'entendrez, c'est pas toujours évident de faire tomber toutes les cloisons de la pyramide. Engagé aussi dans l'envie de proposer une réelle expérience chez Datil, on vit quelque chose de rare, je peux vous le dire. Très végétal, très technique dans la prépa, mais tellement lisible et évident en bouche. C'est une adresse qui magnifie le travail de ses producteurs et propose une sorte d'ode à la nature, résolument moderne qui cherche en tous sens à répondre avec la plus grande cohérence aux valeurs qui animent la chef, sa binôme Lorraine et toute cette joyeuse équipe que vous allez entendre au cours de cet échange. Pour cet épisode, j'ai été assisté au montage et à la réalisation par Thomas Ladonne. Je m'appelle David Ordonneau, vous écoutez Chef, et je vous propose maintenant de découvrir l'histoire d'une chef qui a surpris les siens en embrassant sa carrière, une femme très réfléchie qui ne laisse pas beaucoup de place au hasard, qui met l'humain et la gourmandise au centre de son attention, mais avec, vous allez l'entendre, une exigence de tous les instants. Voici l'histoire de Manon Fleury. J'ai grandi en Bourgogne, dans un petit village qui s'appelait Moneto, juste à côté de Auxerre, donc dans l'Yonne. Donc ça c'était mon enfance de mes 6 à 11 ans. Je vivais avec mes parents, donc et 2 frères, dans une maison pavillonnaire. Donc enfance à la campagne, assez libre. J'ai vécu beaucoup dehors, beaucoup de jeux avec mes amis. J'ai eu l'impression d'avoir une enfance assez privilégiée finalement. Je pense pas mal d'insouciance par rapport à ce que je vois aujourd'hui, de certaines considérations de protection des enfants, etc. Ouais, je crois que j'ai cultivé à ce moment-là une certaine aussi, mais c'est aussi dans l'éducation que mes parents m'ont donnée, mais certaines formes de goût pour l'indépendance. En fait, je pense que mes parents étaient pas des gens très inquiets, et j'étais aussi la petite dernière, j'étais la 3e de la fratrie, donc je pense qu'ils étaient assez cool, et du coup, j'ai pas trop subi d'inquiétude de mes parents. Je pense que du coup, j'étais poussée à faire les choses par moi-même. Et je pense aussi que mes parents ils travaillaient tous les deux beaucoup et ils nous laissaient quand même aussi beaucoup nous débrouiller par nous-mêmes. Et donc je pense que, ouais, ils ont eu une éducation assez autonomisante, quoi. J'ai vécu dans une famille de sportifs, donc il y avait quand même et ma mère était très, je pense, intéressée par l'alimentation, par la nutrition, etc. J'ai été bien nourrie avec des bonnes choses, avec des bons produits, et c'est toujours avec ces espèces de soucis de la diététique assez importants aussi. Donc ça c'était marrant, et en même temps avec quand même de la gourmandise, donc je pense que j'étais quand même déjà hyper gourmande étant petite. Et j'avais aussi une grand-mère paternelle qui vivait en Franche-Comté et qui avait des vergers.
Donc j'allais souvent l'été chez ma grand-mère et on allait chercher des fruits au verger avec mes grands-parents. Elle avait des mirabelles, elle avait des prunes, elle avait plein de fruits qui étaient souvent très mûrs. Moi j'ai vraiment ce souvenir d'arbres qui croulaient sous les fruits, qu'on secouait et on récupérait les fruits sous l'arbre. Et après on rentrait de notre cueillette et on faisait des confitures avec ma grand-mère, des tartes, plein de choses assez sucrées souvent. Elle était assez bonne pâtissière. Elle faisait aussi des super bons gâteaux et tout. Donc je me souviens aussi beaucoup cuisiner avec ma grand-mère et elle avait beaucoup de petits enfants, donc on cuisinait aussi tous ensemble. Et ça c'était des moments aussi assez joyeux et je pense aussi ça a créé un lien, un peu des Madeleines de Proust que je garde aussi quand même beaucoup maintenant, quoi. Et je pense qu'il y a eu aussi beaucoup d'imaginaire qui s'est créé à ce moment-là, parce que j'étais chez ma grand-mère aussi, je jouais beaucoup. Elle nous donnait souvent, mon grand-père allait chercher des légumes dans le petit potager qu'ils avaient au-dessus de leur maison, et il nous donnait des légumes pour jouer à la dinette. Il y avait plein de choses comme ça qui, je pense, étaient ont créé des liens forts avec la cuisine, même si je me rêvais pas cuisinière à cette époque-là, pas du tout. Ouais, il y avait pas de projection. Pas du tout. Néanmoins, il y a une attention à l'assiette, tu le dis, même par rapport à la nutrition, quand on réfléchit à ce qu'on mange et quand on éduque un enfant en disant regarde ce que tu manges a forcément un impact et quelque chose. Oui. C'est pas rien, tu regardais ton assiette par le prisme de la nutrition, si ta mère y était particulièrement attentive. Oui. Et ça, c'est pas commun. Non, c'est pas commun et aussi je pense qu'elle était très en avance, parce que c'était il y a 20 ans et elle même il y a 25 ans, et elle s'intéressait déjà, elle allait déjà dans les magasins bio, elle faisait des courses dans les magasins bio et j'allais avec elle. Donc il y avait aussi, je pense, cette éducation là aux produits, aux bons produits et au fait de se poser des questions sur déjà l'agriculture, les pesticides. Enfin, je me rappelle que ma mère me parlait de tout ça, qu'elle était quand même plutôt à voter vert que qu'autre chose. Donc, j'ai baigné un peu là-dedans aussi, quoi. Ouais, c'est pas il y a 25 ans, donc c'était quand même assez avant-gardiste. Je pense que je suis un modèle d'élève assez studieuse, qui a des bonnes notes à l'école, qui s'intéresse à plein de choses, assez curieuse. Donc j'ai un peu du mal à savoir ce que je vais faire dans la vie, mais je m'intéresse à plein de choses. Donc je me dis que peut-être que le journalisme ça peut être pour moi. Donc je passe un bac général et à ce moment-là, et en même temps je fais aussi beaucoup de sport. Ça fait partie aussi de ma vie et de mon cursus, etc. Donc je suis en pôle espoir, c'est-à-dire un sport-études, mais où on est en équipe de France en gros. Donc je fais à peu près 10 heures d'escrime par semaine. On se parle de l'escrime. Ouais, je parle de l'escrime, donc je fais de l'escrime. Et je fais des compétitions le week-end, etc. Donc je divise mon temps adolescente entre l'escrime et le lycée, quoi. Ça vient d'où, l'escrime? En fait, j'essaie l'escrime, donc j'ai commencé à 10 ans et j'ai essayé l'escrime après l'école, justement dans le village où j'habitais, parce qu'il y avait un très bon club d'escrime, donc c'était bizarre, parce que c'était un hasard, un heureux hasard. Et j'ai essayé l'escrime après l'école et ça m'a plu, et en fait, le fait est que le club était très bon et que j'ai continuer comme ça, et je me suis tout de suite mis à faire des compétitions, à être tout de suite je me suis prise au jeu, quoi, alors que je faisais du tennis à l'époque. Je faisais déjà quand même aussi déjà pas mal de sport, et l'escrime m'a plu alors que personne dans ma famille faisait de l'escrime. Et donc j'ai l'impression que j'avais aussi envie un peu j'ai toujours eu un peu cet esprit de vouloir me démarquer et de faire des choses un peu différentes, je pense. Ok, vous êtes sportive, vous voulez que je fasse du sport. Vous faites tous du tennis, okay, moi je vais faire de l'escrime, voilà. Et après c'est un peu la même chose sur ma voie professionnelle, où j'avais une famille de juristes et finalement je fais de la cuisine alors que personne n'attend que je fasse de la cuisine, donc bon, peut-être voilà. Donc Lacan nous dira
ce que ça veut dire, mais en tout cas voilà, j'ai eu cet esprit-là et j'ai adoré l'escrime et donc j'ai continué, j'ai tombé dans des très bons clubs et donc j'arrive en sport-études et ça me plaît beaucoup. J'ai adoré cette période aussi au lycée où j'avais à la fois l'école où ça se passait hyper bien et l'escrime. Moi, l'escrime, c'est quelque chose de fascinant, la vivacité, la vitesse. C'est quelque chose qui évoque pour moi l'épure, c'est-à-dire qu'il y a à la fois un engagement total, physique, et une finalité qui est d'une délicatesse et d'une finesse folle. Ouais, ça c'est très beau. Ouais, il y avait quelque chose aussi de très, je pense, à la fois ça permet de se défouler. Et en même temps, il fallait être dans le contrôle, donc c'était hyper intéressant aussi. Et parfois, ça me manque un peu pour en avoir refait un peu récemment. Je me suis rendu compte ce côté de se dépenser, mais en même temps avec toute une réflexion sur le geste maîtrisé, justement ce rapport au jeu de jambes, d'engagement. C'était hyper. Ouais, ça faisait, je pense, vraiment du bien, quoi. C'était c'est ça moi, je pense que j'ai trouvé un vrai équilibre en faisant autant de sport. Ouais. Et le rythme, c'est un rythme particulier. Ce sport, il imprime un rythme particulier. Oui, c'est vrai. Qui est saccadé, qui est fait d'une immense concentration, d'un moment d'accélération totale, de break, de reprise. Ouais. Bon, ça, j'adorais. Ah ouais. J'adorais. Ouais, et j'ai toujours un rapport très fort à l'escrime, même si ça fait 15 ans que j'ai arrêté, donc, mais j'ai toujours un rapport très fort à l'escrime. Ça m'arrive toujours de rêver de la nuit que je fais des compétitions. Il y a quand même des trucs qui sont assez forts, quoi. Je pense que je suis tombée aussi sur un super entraîneur au départ, qui était qui faisait hyper attention à ses élèves, avec un esprit aussi de groupe hyper sympa. C'est ce qu'il y avait souvent à l'escrime. Il y avait souvent des moments de compétition très où parfois on allait plus aux compétitions parce qu'on allait voir ses copains que pour vraiment. C'est pas mal ça. Non mais c'est pas courant parfois. Il y a beaucoup de fois où j'allais en compétition et j'y allais pour aller voir les copains plutôt que de me dire que j'allais gagner la compétition, quoi. Bon, après quand on va à un niveau plus important, c'est un peu différent parce qu'il y a d'autres enjeux et tout, mais ouais, c'était quand même aussi ce côté camaraderie que j'aimais bien aussi, quoi. Et est-ce que tu sens que ça a imprimé d'une certaine manière parfois ton activité ou la manière dont tu vis ton quotidien de chef? Oui, ouais, vraiment. Je pense que dans la vie, j'ai l'impression que ça. Après, je pense que j'aurais fait aussi un autre sport à haut niveau, ça aurait été peut-être un peu le cas. Je sais pas si l'escrime en particulier crée des choses particulières, mais j'ai l'impression que sur le mental, sur le fait de pas lâcher, d'avoir de la ténacité, ça aide quand même pas mal après dans la vie quand on a des petits moments de doute. J'ai l'impression que ce mental-là, on le garde un peu pour toute la vie, quoi. C'est une bonne arme. Ouais, c'est une bonne arme, ouais. Et puis c'est aussi un esprit de jeu aussi. Et ça, c'est ce que j'aime aussi beaucoup en cuisine, quoi. C'est qu'il y a plein de moments, c'est un rapport aussi à l'échec. Je pense que pour les enfants, moi j'aime bien le fait qu'on apprend à perdre, on apprend à avoir des déceptions. Alors comment se comportait maintenant Fleury dans l'échec? Comment on le vivait à l'époque? Pas très bien. Non, mais si, comme moi je me suis toujours pour le sport et je pense que ça venait aussi des valeurs que m'ont transmises mes parents, mais ça restait du sport, quoi. Donc je me souviens pas m'énerver sur une piste d'escrime ou sur un terrain de tennis, et je pense que les règles étaient assez claires chez mes parents si ça avait été le cas. Ça ne déborde pas. Ça déborde pas trop, non. Et donc ça c'est ouais, ça reste. Je pense que ça reste aussi dans les valeurs que j'ai aujourd'hui sur la cuisine, sur justement on se prend au jeu, mais il faut arriver à gérer la pression, quoi. Même si c'est pas facile. Et je pense que la pression en cuisine, elle est presque plus importante que ce que j'avais quand je faisais du sport de haut niveau, ouais. Mais c'est une bonne école. Et c'est une très bonne école. Et l'échec, ouais, je pense que ne pas aimer perdre, ça aide aussi dans la vie. Pour mieux gagner. C'est ça. Pour mieux gagner. Mais il faut savoir accepter, apprendre l'acceptation, ouais. Et après, quand il a fallu faire des choix après le lycée,
Je crois que j'étais un peu arrivée à bout de ce que j'avais envie de faire avec l'escrime, que ça me prenait beaucoup de temps, que ça m'avait aussi demandé quand même beaucoup d'investissement. T'as le sentiment que t'étais allée au bout de ce chapitre. Ouais, et puis j'avais l'impression que j'avais besoin de vivre des choses, j'avais envie d'une vie étudiante, etc. Ce que je vais pas du tout avoir, mais, Ouais. Ouais, mais j'avais envie de vivre Ouais, il y avait trop de moments où j'avais pas le temps. Je m'intéressais déjà beaucoup aussi à la culture, j'adorais aller au cinéma, j'adorais lire des livres et tout, donc j'avais envie d'un peu de temps aussi pour réfléchir et pour m'intéresser à autre chose que le sport. J'avais l'impression que j'étais un peu allée j'avais rencontré les limites de ce monde-là. À quel âge tu décides que ce sera pas la suite de l'histoire, l'escrime? T'as quel âge à ce moment-là? À 18 ans. Je crois que j'étais assez prête, en fait. J'ai jamais trop regretté d'avoir arrêté et donc là, je fais le choix d'aller en Hippocagne, en prépa littéraire, dans un lycée, donc de venir à Paris, dans un lycée parisien. Prestigieux dans le 7e arrondissement. Donc je découvre Paris et je suis hyper contente d'arriver à Paris. Mes parents déménagent à ce moment-là, on arrive tous à Paris, on est hyper contents. Et vous arrivez en famille. Ouais, c'est assez étrange. Mes parents à ce moment-là se sont fait muter et sont venus à Paris. Et du coup tout le monde s'est installé à Paris, donc c'était assez intéressant et donc moi je rentre en Hippocagne. Je m'apprêtais à ce que ce soit difficile, mais ça a été très difficile. Je ressens l'écart entre la culture, le bagage qu'on peut avoir quand on vit à Paris, on a évolué dans des lycées parisiens qui ont des hauts niveaux, et tout ce qui est aussi de l'ordre vraiment du bagage culturel, et donc je me rends compte que c'est difficile à rattraper quand on n'a pas eu autant alors que je sens que je viens quand même plutôt d'un milieu assez privilégié, CSP+, enfin voilà, mais en même temps je sens vraiment la différence avec Paris, quoi. Ça bosse beaucoup, et ça je suis quand même habituée parce que je suis déjà une grosse bosseuse et je suis très scolaire, donc c'est des trucs auxquels je suis habituée, mais en même temps je me retrouve évidemment au bas du classement de la classe, parce que c'est comme ça que ça se passe dans les classes prépa, et c'est l'enfer, et du coup hyper dur d'être confrontée à l'échec, d'être confrontée à des gens qui m'intéresse pas tant que ça, mais parce que je pense qu'aussi parce que je suis en position d'échec, et en même temps je m'accroche, et du coup j'ai mon année, mais je décide avant de savoir que j'ai mon année que je vais changer, parce que évidemment rapport à l'échec, donc j'ai un petit évitement, et je décide de m'inscrire en école de cuisine, parce que je m'intéresse depuis un certain temps à la cuisine, que je lis plein de choses sur la cuisine, et que je me dis que ça me va pas d'être assise 15 heures par jour devant un bureau, et que je trouve un truc où je me dis je vais être en activité, et je me vois dans une cuisine, je sais pas, je m'imagine, je me dis ça va marcher, et je me revois dire à ma mère je vais dans un cursus professionnel, je suis sûre que ça va bien m'aller. Je pose ma candidature dans des écoles de cuisine. Je suis prise dans un CFA, au CFA Médéric dans le 17e arrondissement. Et là, et comme j'étais pas sûre, évidemment, que la cuisine me plaise, je choisis l'apprentissage, parce que en me disant, au moins, je vais pas faire payer une école à mes parents. Oui, puis en même temps, tu vas voir la réalité. Et voir la réalité, etc. Donc, je m'inscris tout de suite en apprentissage, et l'école me conseille d'aller à la porte des restaurants, poser un CV pour avoir un apprentissage. Ils me disent c'est la meilleure méthode, aller rencontrer les chefs, etc. Donc je me fais 15 restaurants à Paris. J'ai aucune culture du restaurant. Un restaurant où j'allais avec mes parents, c'était la pizzeria, la crêperie, et ouais, c'est à peu près tout. Donc j'ai très peu de culture du restaurant, je vais très peu au restaurant avec mes parents. Mais j'ai vraiment ce lien par contre avec la cuisine au quotidien, où je sais quels sont les produits, je connais les produits, j'arrive pas, et je sais cuisiner. Donc je sais à peu près me débrouiller, quoi. Donc je suis pas non plus chamboulée. Ouais.
en me disant mon Dieu, je connais rien, je connais pas les produits, etc. Et donc du coup, quand on n'a pas cette culture ou ces habitudes, on va taper à quel genre de porte? On va dans des 3 étoiles, on va dans des bistrots, on va dans des brasseries. J'ai frappé à la porte de certains 3 étoiles. Je sais pas trop ce qui s'est passé dans ma tête à ce moment-là, je me souviens pas. Et donc je vais poser mon CV chez William Ledeuil, qui avait le restaurant The Kitchen Gallery à l'époque. Et il me rappelle en me disant que voilà, qu'il faut faire un entretien, etc. Et donc et en même temps à l'époque je savais pas tenir un couteau, j'avais jamais travaillé dans une cuisine, et il me prend. Et en fait j'ai su après coup qu'il m'avait prise parce que justement j'étais ancienne sportive de haut niveau et qu'il a dû se dire que j'allais avoir la résistance pour tenir. C'est quelqu'un qui accompagne, qui fait confiance à des gens très jeunes. Et c'est une excellente école de formation, donc j'ai eu beaucoup de chance d'être tombée dans ce restaurant et d'avoir et en même temps c'était hyper dur quand j'ai commencé quoi. Alors là il y a plusieurs choses. Déjà ouais. Tu dis à l'époque, on est à quelle époque? On est il y a donc j'avais 18 ans, j'ai 33 ans aujourd'hui, donc je vous laisse faire le calcul. Il y a quelques années. Il y a quelques années. Et donc je commence et je suis 3 semaines en entreprise, 1 semaine à l'école, et je rentre comme ça en apprentissage. Donc j'apprends aussi assez vite parce que on rentre tout de suite dans le concret. Et qu'est-ce que tu découvres alors? Tu dis que c'est une bonne école et tout, parce qu'en plus c'est une cuisine particulière. Ouais, c'est une cuisine William très particulière. Ledeuil, lui-même a une approche singulière. Ouais. Enfin, je veux dire, il n'y a pas beaucoup de comparaisons possibles en France avec la cuisine de William Ledeuil. Évidemment, il y a des référents, il y a des marqueurs qui empruntent à des cultures qui qui vont plutôt flirter du côté de l'Asie. Néanmoins, la manière dont lui opère ses mariages, elle est assez exceptionnelle. Oui, il fait une donc cuisine, c'est particulier de rentrer. Très particulier, donc j'apprends plus à faire des currys que un poulet cocotte grand-mère. Donc ça c'est aussi mais en même temps c'est des cuisines qui m'intéressent et il y a aussi toute une culture du produit avec tout un travail avec des maraîchers qui se faisait déjà il y a 15 ans. Et qui est hyper intéressant au début quand je pense que quand on rentre dans une cuisine comme ça et qu'on voit les produits, on a les yeux, moi je me rappelle avoir les yeux écarquillés en me disant waouh, c'est magique de voir les réceptions des produits le matin, etc. Donc ça c'est magnifique. Là il y a des zones de sensibilité qui se créent mine de rien. Ce dont tu parles. Ouais, tout à fait. Ouais, même si t'avais beaucoup cette de sensibilité. Ouais, beaucoup de sensibilité, beaucoup aussi de, je pense, encore une fois, de rencontres avec des bons formateurs. Il avait un chef exécutif qui était très bon et qui accompagnait bien les apprentis. Donc j'ai senti que j'étais bien accompagnée aussi. Et donc petit à petit, t'apprends à mieux tenir ton couteau. J'apprends à mieux de tenir mon couteau, ça prend du temps. Mais je m'accroche et je comprends aussi que c'est justement une cuisine particulière parce que j'échange avec d'autres personnes qui sont en formation avec moi et je me rends compte qu'ils voient pas les mêmes choses et je me dis et moi qui j'ai peut-être pas la même ambiance non plus. Pas la même ambiance, ouais. Parce que moi chez William Ledeuil j'ai toujours eu l'impression qu'il y avait quand même, et c'est lui qui instille ça, une forme de bienveillance. Ouais. C'est pas la cuisine comme on pouvait l'entendre à l'époque où t'arrives et le chef il te gueule dessus ou alors il te connaît pas ou machin. Enfin. Ouais. Après il y avait quand même une espèce d'émulation parce qu'à l'époque c'était un des restaurants qui fonctionnait, je pense, qui fonctionnait le mieux de Paris, donc il y avait un énorme dynamisme. Il fallait suivre quand même parce que c'était costaud, hein. C'était très costaud. Et donc il y avait à la fois effectivement pas de chef qui crie en cuisine si on veut parler de ça, mais c'était un rythme assez soutenu et avec où il fallait quand même un peu jouer des épaules pour faire en sorte de s'en sortir quoi. Donc c'était quand même très formateur et en même temps avec beaucoup d'exigences dès le début, donc parce que c'était un restaurant qui avait une étoile, donc et en même temps je me suis aperçue évidemment après coup que j'avais eu tout de suite beaucoup de rigueur, et alors qu'au début évidemment quand on n'a pas d'éléments de comparaison on se dit oh là là c'est hyper dur. Oui c'était hyper dur, mais c'était aussi parce que c'était un sacré niveau d'exigence. On est passé de je vais faire de la cuisine et pourquoi pas machin truc. Est-ce que ça te valide le truc? Est-ce que tu te dis une fois que t'es chez William, ah mais en fait, je suis à ma place, ça me parle? Ou est-ce que ça va prendre un peu plus de temps? Parce que t'es parti dans une voie qui était inattendue quand même. Ouais. Si, je me dis quand même que j'ai fait le bon choix. Après, je me dis aussi, il y a plein de fois où je me dis t'as changé de voie, t'as pas le droit de revenir en arrière. Ah oui. Donc ça m'aide à tenir aussi. Ouais. Parce qu'il y a quand même des moments difficiles.
Tout le monde dit, tu sais, il y a des moments difficiles et jamais personne me raconte que c'est ces moments difficiles. C'est quoi? C'est le rythme, c'est les journées? C'est le rythme. Enfin, ce qui est et la pénibilité, c'est-à-dire dans une cuisine, on passe, je sais pas, déjà 70% de notre temps à nettoyer, à ranger. Faut le savoir pour les jeunes qui nous écoutent. Voilà, c'est bien de le rappeler. Donc ça, c'est des choses qui sont pénibles. Et physiquement, il y a un engagement qui est quand même très fort aussi. Donc c'est fatigant. On est quand même très fatigué. Et on fait beaucoup d'heures. Donc ça, effectivement, au début, c'est ce qu'il y a de plus dur. Ouais. C'est ce qui est le plus dur pour, enfin, en termes d'adaptation, quoi. Donc ça, il faut prendre le rythme, il faut apprendre à dormir peu, à se lever tôt, et à tenir des journées de 12 heures. Donc et à savoir gérer le stress, à savoir gérer justement les moments où au début, parce qu'au début on passe quand même par beaucoup de phases où on échoue, où on se trompe, où on se coupe, voilà, donc tout ça fait partie des moments qui engendrent du doute, quoi. Donc évidemment, de toute façon, je connais pas un cuisinier qui dit pas qu'il a jamais pensé à arrêter, parce que c'est un métier au début c'est pour pas douter, et il faut quand même avoir des gens qui nous disent, avoir certaines formes de validation, et je pense que pour le coup, William Ledeuil, à ce moment-là, il a quand même été assez derrière moi, et c'est lui qui m'a conseillé de faire la formation en 3 ans à Ferrandi, le bachelor, et qui m'a poussé et qui m'a dit fais ça, je sens que c'est pour toi. Donc il a été quand même assez présent aussi dans mon choix, et je le remercie encore de m'avoir à ce moment-là soutenu et un peu orienté, soutenu et validé que j'avais déjà bien franchi une première étape, on va dire. Là, tu peux plus faire marche arrière. Tu t'es dit, bon, c'est bon, j'ai changé de voie. Bon, t'as un William Ledeuil qui t'encourage et qui valide quelque part le fait que t'as peut-être quelque chose à faire dans cette histoire. Ouais. Comment on rebondit après? Comment on essaie d'apprendre davantage ou autrement? Tes envies, elles sont les vers où après cette expérience? À ce moment-là, je rentre donc à l'école Ferrandi pour faire une formation de 3 ans, une sorte un bachelor. Donc là, j'avais un peu, comme justement, j'avais vu des choses très un peu différentes des bases classiques de la cuisine française. J'avais envie de revoir un peu des choses classiques, donc je refais une première année à Ferrandi où je repasse l'équivalent d'un CAP, parce que j'ai déjà un CAP, mais je le repasse pas. Enfin, je refais le cursus en reprenant les recettes de base, etc. Mais ce qui est très bien, parce qu'en fait, en apprentissage, ça allait très vite, donc je suis contente de reprendre du temps pour me reformer et revoir ces choses-là. Et après, je fais un stage dans un bistrot qui s'appelait l'Oursine, parce que ça a fermé depuis. Parce que j'avais un peu envie de voir justement comment ça se passe dans un bistrot, quelle était la différence, etc. avec la cuisine que j'avais vue, qui était plutôt la cuisine gastronomique. Et ça, c'était hyper intéressant, parce que je me suis rendu compte que je savais faire des choses et que j'ai eu un poste rapidement. Et que je savais tenir un poste en voyant des choses très classiques, donc aussi hyper intéressantes, de la crème anglaise à des cuissons d'asperges, etc. Donc ça, j'ai aussi adoré, parce que ça me montrait que je savais faire des choses et que je pouvais avoir des responsabilités assez tôt, même si évidemment j'étais encore qu'au début de ma formation. Et j'aime aussi tout ce que j'apprends à Ferrandi. J'aime bien tout le cursus général. J'aime bien l'esprit fait qu'on soit en petite classe, etc. Je suis là à ce moment-là, je me dis ok, je suis dans mon élément. Je pense que je suis sûre de moi. Et donc ensuite, deuxième année, je pars en stage chez Alexandre Couillon. Qui avait 2 étoiles à l'époque, la marine à Noirmoutier. Et là, c'est marrant parce que Qu'est-ce qui fait que tu te dis je vais aller chez lui? Bah, c'était drôle parce que l'école Ferrandi n'avait jamais envoyé aucun stagiaire là-bas. Et j'avais lu des choses sur lui, sur des blogs, etc. Et à l'époque des blogs. Et je m'étais rendu compte que c'était un chef qui travaillait évidemment beaucoup le poisson. Et on m'avait conseillé à ce moment-là de travailler la technique sur le poisson, parce que quand on rentre en école de cuisine, on apprend plein de choses, mais souvent on n'a pas le temps de
fileter 12 enfin on peut pas, les écoles n'ont pas le moyen de nous faire fileter 15 kilos de poisson pour apprendre à fileter du poisson. Donc j'avais envie, je me rappelle, je disais je veux travailler du poisson, je veux apprendre et tout. Sauf que du coup j'ai trouvé ce chef et je trouvais ça génial de me dire je pars 6 mois sur une île en immersion totale, etc. Et donc au début il voulait pas me prendre parce qu'il avait, je pense, peur d'ouvrir ses portes à des stagiaires parisiens qui allaient pas trouver son restaurant intéressant, alors qu'en fait c'était absolument génial. Et donc mais j'ai un peu insisté et il m'a finalement prise. Quand je suis arrivée, il avait une étoile et il a eu la 2e étoile au bout de 3 semaines où j'étais là. Et donc j'ai vu cette espèce d'ascension d'Alexandre Couillon avec toute l'émulation qu'il pouvait y avoir après une 2e étoile. Donc ça c'était hyper intéressant. Et aussi une petite cuisine. Et ça c'était super parce que j'avais vraiment... je le voyais travailler tous les jours. Et j'ai aussi beaucoup... on apprend beaucoup aussi par l'observation parce que je transmets aussi beaucoup aux équipes aujourd'hui. Et je pense que j'ai appris justement... J'ai pas eu du poisson en main, mais je crois que j'ai appris à cuire un poisson en regardant Alexandre Couillon cuire un poisson. Donc qu'est-ce qui s'imprime là justement, c'est ce que j'allais te demander. Qu'est-ce qui s'imprime de lui sur toi? Est-ce que c'est des techniques? Est-ce que c'est une manière d'être? Est-ce que c'est la fibre d'une cuisine, des produits en particulier? Je pense qu'il y a une vraie sensibilité. Déjà, c'est un cuisinier qui cuisine avec ses tripes. Et donc il y a à la fois une gestuelle, un regard, une sensibilité qui accompagne le produit, évidemment les poissons parce que c'est au centre de sa cuisine, mais aussi plein de choses où je trouvais que c'était c'est très innovant. Dans la créativité, il y avait beaucoup d'idées. Je me rappelle, j'étais au poste des amuse-bouches et on faisait 7 mises en bouche avant que les clients commencent à manger leur repas. Donc il y avait énormément de travail, énormément de choses. Et ça, c'était aussi hyper... je replongeais dans une cuisine qui était très identitaire. Et ça, je pense qu'à ce moment-là, je me suis rendu compte que c'est un peu ce qui m'intéressait dans les cuisines dans lesquelles j'avais envie de travailler. C'est des cuisines qui étaient très affirmées. Incarnées, ouais. Et donc j'adore, j'ai adoré mon expérience là-bas. J'ai aussi adoré vivre à Noirmoutier, etc. J'avais presque pas envie de revenir à Paris. C'est particulier, j'imagine, c'est singulier comme endroit. Hyper singulier, hyper singulier, plus calme que Paris, et en même temps avec beaucoup d'émulation en cuisine. Donc ça, je pense aussi beaucoup appris dans ces périodes-là. Et en même temps, à chaque fois, je prenais ça comme un truc où j'avais envie d'être immergée, de comprendre ce qui se passait, etc. Donc et je me rends compte de la diversité de ce qui peut exister autour du restaurant, quoi. Je me rends compte de ce que c'est que l'univers du restaurant, de ce que ça veut dire, des différentes de ce qu'on peut créer avec le restaurant aussi, quoi. Et je me rappelle aller manger, Alexandre Couillon m'avait invité à manger au moment où j'étais en stage lors d'une visite de ma maman. Et j'ai eu des émotions très très fortes en mangeant, et c'est une des premières fois où j'ai mangé dans un restaurant aussi prestigieux. Et je me suis dit waouh, on peut transmettre ça à des clients, on peut avoir ce genre de sensation, mais parce que justement cette sensibilité et cette générosité dans ce qui se passait dans la cuisine, quoi. Donc, tout ça avait un lien, donc ça a commencé, je pense aussi à créer un truc en moi sur la suite, mais évidemment je dis ça maintenant avec énormément de recul, quoi. Ensuite, j'ai une 3e année donc à l'école Ferrandi, et donc je suis prise en apprentissage à l'Astrance. La petite anecdote, c'est que Alexandre Couillon me prête des DVD sur l'invention de la cuisine, qui s'appelle L'invention de la cuisine par Paul Lacoste, qui est un documentariste génial, qui a fait des documentaires sur des chefs 3 étoiles.
Et donc il me dit bah tiens, parce que je m'ennuyais justement à Noirmoutier pendant mes week-ends où il y avait pas grand-chose à faire. Et donc je regarde celui sur l'Astrance avec Pascal Barbeau. Et il y a à l'époque de la rue Beethoven. Exactement. Et je regarde d'autres, je regarde pratiquement tous. Et il me dit quel est ton préféré, et je lui dis franchement celui de l'Astrance, c'est génial ce qu'il fait. Je sens aussi le personnage de Pascal Barbeau, et tout ça. Et je sais pas, une semaine après, j'ai mon prof de cuisine à Ferrandi qui m'appelle en me disant écoute, je voudrais te placer dans un restaurant très difficile, mais j'ai pensé à toi, je pense que ça peut marcher et tout. Je voudrais te placer à l'Astrance. Et ça s'aligne quoi. Ouais, alignement. Et je lui dis, et là je me dis waouh, génial, oui quoi. Et donc je suis prise à l'Astrance et je fais ma 3e année à l'Astrance. C'est quand même 3 figures très fortes. singulières. Ouais. Fortes, oui, elles sont très dessinées en tout cas. Ouais. Donc c'est pas anodin. Non, c'est pas anodin, et en même temps effectivement c'est des cuisines d'auteur. Donc je pense que je vais dans les mêmes, c'est à peu près les mêmes constructions sur leur rapport, je pense aussi tous à la cuisine, aux produits, au respect du produit, respect aussi des équipes quand même, et aussi investissement dans la formation de leurs équipes. Donc ça j'ai l'impression aussi d'avoir été hyper chanceuse de tomber sur ces personnes-là, et en même temps de me dire que d'avoir eu un peu l'intelligence d'adaptation aussi dans ces cuisines-là, parce que c'est pas facile de s'adapter, parce que effectivement ils ont des intelligences singulières, différentes, qu'il faut quand même arriver à s'adapter quoi. Et là, Pascal Barbeau, tu découvres quoi? Quel étage y rajoute à la tour de ta formation? C'est quelqu'un de très attachant et de tellement convaincu de justement de la cuisine, des produits, avec une très grande force de transmission, du stagiaire à la personne qui cuisine, qui cuit le canard quoi, donc qui est très très investi. Ça, c'est un truc comme William Le Deuil, tu vois. On parle d'école derrière ces gens. On parle d'une école Le Deuil, on peut dire d'une école Barbeau. Couillon un peu moins, parce que de fait, il est à Noirmoutier et il a peut-être mis un peu plus de temps à s'ouvrir. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui se revendiquent de ces deux chefs-là. Ouais. Je pense que ça vient pas de rien, parce que je pense qu'il y a vraiment un esprit et une vraie volonté de former les gens, de laisser de la place, de faire confiance aussi, parce qu'El Barbeau, c'est quand même quelqu'un qui fait vraiment confiance à ses équipes. Moi qui m'a laissé énormément de place alors que j'étais apprentie, et qui aussi a une énorme part de sensibilité dont qu'il faut comprendre, et ça j'ai adoré cette part de sensibilité. Qu'est-ce qu'il y a à comprendre quand on est apprenti? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il faut que tu comprennes sa musique à lui, la manière dont il compose son assiette, dont il voit la cuisine, un tempérament, c'est quoi? Tout. Le tempérament, le positionnement, son regard sur les produits, son exigence, sur la composition des assiettes, sur les équilibres qu'il crée, sur les équilibres des saveurs, etc. Donc ça, j'ai beaucoup appris. Et il partageait aussi beaucoup, parce que je me rappelle moi qu'il me disait, on faisait une sauce qu'on refaisait tous les jours, et il me faisait goûter, et tous les jours il me disait alors qu'est-ce que t'en penses, qu'est-ce qu'il faut rajouter, qu'est-ce qu'il faut enlever et tout, et avec vraiment une volonté d'intégration des personnes qui travaillent avec lui. Donc ça j'ai vraiment adoré, et une très forte exigence quand même. Et ça c'est, je pense, quelque chose qui m'a toujours impressionnée, et en même exigence, mais qui va avec quand même un beau regard et beaucoup de bienveillance. Ouais. Mais en même temps, ça te ressemble. Cette exigence et ce truc qu'on retrouve depuis le début, avec la compétition, avec l'escrime, avec l'implication que t'as eue en cuisine, c'est quelque chose qui te parle assez naturellement. Oui. À la bonne élève que tu décrivais au début, quoi. Oui. Il clôt le cycle de la formation, Pascal Barbeau. Le cycle de la formation, et c'est quand même très chouette parce que ça aide après, je trouve. Ça m'a aidé d'avoir cette formation qui était quand même assez solide, et cette confiance en moi. Et donc après, je décide de partir aux États-Unis. J'avais envie de partir dans un pays étranger pour perfectionner mon anglais, et puis aussi pour découvrir autre chose. Et donc
je postule dans un restaurant, dans plusieurs restaurants aux États-Unis, mais moi j'avais plutôt envie d'aller à New York ou à côté de New York. Donc j'arrive à New York, je suis prise dans ce restaurant qui s'appelle Blue Hill Farm. D'un petit chef. Comment ? D'un petit chef. Le petit chef. Dan Barber. Et faut que tu nous poses le truc pour les gens qui ne le connaissent pas, parce qu'on peut pas dire, nous on rigole en disant que c'est petit chef. Mais Blue Hill Farm, c'est quelque chose qui est particulier, c'est encore un projet très singulier, qui fait école dans le monde entier. Ouais. Donc, est-ce que tu peux nous en dire deux mots? Pourquoi tu vas là-bas et qu'est-ce qui te parle? Donc déjà, j'avais postulé pratiquement que dans des restaurants aux États-Unis qui avaient une ferme à côté. Donc, ce qui m'intéresse, c'est de voir, parce que ça existe aux États-Unis, le concept de farm to table, moins en France à cette époque-là. Et ce qui m'intéresse, c'est de voir justement l'influence de l'agriculture sur la cuisine. À l'époque, je suis en couple avec un cuisinier, donc on part ensemble. C'est aussi assez rassurant de pouvoir partir ensemble et de pouvoir se soutenir, même si on travaille dans la même cuisine et que c'est pas toujours facile. Et donc on part là-bas. C'est c'est assez déroutant parce que c'est évidemment le rythme à l'américaine, donc un rythme assez frénétique, un restaurant très ambitieux, donc c'est un restaurant qui est à 30 minutes au nord de New York, et donc là on travaille vraiment à 70% avec les produits de la ferme, et c'est très hyper intéressant en termes de regard justement et de lien avec l'agriculture, parce que on a des liens avec les fermiers qui travaillent dans la ferme, qui nous apportent des produits tous les jours, qui nous parlent de 10 variétés différentes de brocolis et de savoir quelle est la meilleure et celle qu'on va cuisiner. Beaucoup de moments où on a vraiment des réflexions, et ça j'avais pas eu beaucoup de moments comme ça en cuisine avant. On s'assoit à 15, parce que c'était une grosse cuisine, on était 25, et on s'assoit autour d'une table et on parle de tout ça, ce qu'on va faire au menu, justement d'une réflexion vraiment très poussée sur l'agriculture. Et Dan Barber, c'est un des chefs précurseurs aussi sur justement cette réflexion sur les problèmes, les enjeux climatiques, etc. Donc je m'aperçois aussi à ce moment-là que la cuisine peut être politique, avec des plats très conceptuels qui racontent quelque chose de ce qui se passe dans le champ, qui est une vision un peu différente de ce que j'ai vu dans la cuisine française classique, où on avait des très bons produits, on travaillait avec des producteurs en direct, etc. Mais il n'y avait pas cette réflexion et ces messages derrière l'assiette. Mais c'est intéressant ce que tu dis du temps aussi, parce que quand on est en cuisine en France, l'habitude de prendre le temps de créer ces parenthèses-là où on peut... Mais ouais. Ouais, très rare. Et donc j'apprends ça aussi. Je me dis, on peut faire des réunions. J'apprends aussi ce que c'est que du management, parce que j'en ai pas vraiment eu avant. Donc j'ai bien aimé ce côté justement management à l'américaine. Et en même temps, je vis aussi, je crois, une des années les plus intenses de justement ma petite carrière de cuisinière. Parce que une grosse cuisine, alors que j'ai jamais été dans des grosses cuisines, et ça je trouve ça très déroutant, je trouve ça difficile de devoir faire 50 mètres pour aller dans la chambre froide, de devoir se battre pour avoir ses légumes, etc. Je trouvais ça vraiment très intense. Donc hyper intéressant, je pense aussi très enrichissant après dans ma réflexion sur la cuisine que j'avais envie de faire. Et en même temps assez difficile, où je me pose des questions aussi sur le rythme en cuisine, sur comment on tient dans ce métier, parce que là c'était un Là on se parle de conditions de travail. Avec beaucoup sur les conditions de travail et sur comment on envisage ce métier après, quoi. Je reviens en France avec à la fois pas mal de choses en tête justement sur les valeurs de ce métier, en me disant comment je vais la jouer et quelle cuisine je vais avoir envie de côtoyer, et quelle va être ma perception de la cuisine, surtout si j'ai envie de rester à Paris, puisque j'avais quand même plus ou moins envie de rester à Paris, en me disant ça va être difficile sans jardin, parce que j'avais été quand même habituée à des super produits. Et en me disant aussi rapidement, je crois,
j'avais envie d'avoir quand même des responsabilités. Pourquoi ? Parce que je sais pas, je crois que j'avais... Pour tracer ta direction ? Ouais, tracer ma direction, je pense que c'était assez naturel, mais je me suis dit... Et je pense que dans les cuisines, il y a une espèce de... surtout dans les grosses brigades, de micromanagement qui est pas facile à gérer, surtout quand on... Ouais, quand on a un peu l'habitude... Parce qu'il y a des choses, parfois en cuisine, on n'a pas le droit de réfléchir, on dit c'est comme ça et c'est pas autrement, et je pense qu'à un moment donné, on a un peu envie de faire les choses par soi-même. Et... Donc voilà, j'ai cherché une cuisine plus petite en rentrant, où j'allais avoir des responsabilités plus facilement. Entre-temps, je fais 2 mois sur une île en Grèce, où je fais chef privé pour une famille, et je cuisine aussi par moi-même, et je me rends compte aussi que je sais faire des choses. Ça, je pense que c'est aussi C'est marrant ça, parce que c'est une petite parenthèse. Ouais, mais... c'est confidentiel parce que c'est chef privé et t'es pour une famille, mais c'est la première fois où c'est toi. Ouais, c'est la première fois où c'est moi, où je me rends compte que je sais quand même faire des choses, et que... C'est pas mal comme expérience, ça. Ouais, c'est une pour très les bonne gens, expérience. tu vois, de se dire, si vous avez 2 mois à tuer, en fait, là, vous pouvez prendre les rênes de quelque chose sans trop d'enjeux. Ouais, c'est pour ça que je pousse pas mal aussi les gens qui travaillent avec moi à faire les choses parfois aussi par eux-mêmes et se rendre compte de parfois faire des petits bilans. Ouais. Même quand on n'est pas forcément prêt à devenir chef, mais de se confronter à ce qu'on sait faire et comment on s'organise, et parfois on se rend compte qu'on n'est pas tout à fait prêt. Mais j'ai adoré ces moments-là. Aller chercher il y avait un pêcheur qui m'apportait le poisson le matin, j'allais faire mes courses en bateau, c'était assez magique. Pas mal. Je rentre à Paris et je travaille dans un restaurant qui s'appelle Semilla, où j'ai travaillé avant de partir aux États-Unis en attendant mon visa pendant 3 mois. Et j'avais bien aimé, puisque j'avais trouvé que on travaillait de très bons produits, on laissait aussi beaucoup de place aux jeunes, on laissait des responsabilités facilement, et avec une cuisine quand même très cuisine de marché, et en même temps avec pas mal de bases de cuisine française, puisque le chef c'était Éric Trochon, qui était MOF. Donc il y avait pas mal de choses qu'on faisait j'en suis rendu compte aussi après, qui étaient très classiques, et que j'ai appris des choses beaucoup plus classiques que parfois ce que j'ai appris dans les restaurants gastronomiques dans lesquels j'ai travaillé, qui étaient des cuisines d'auteur. Mais ce qui est marrant, c'est que Semilla, ça ronronnait pas. C'était une cuisine, c'est toujours ouvert, d'ailleurs, c'est rue de Seine à Paris, mais ta blanquette, elle avait pas la même, il y avait toujours des petits twists, ou en tout cas, une fraîcheur qu'on retrouvait pas ailleurs. C'était vraiment cuisine de marché, donc voilà, et donc je commence en tant que chef de partie, et rapidement, il y a une place qui se libère en tant que sous-chef. Donc je prends une place de sous-chef. Et là, c'est aussi assez dur, parce que je comprends ce que c'est que d'avoir des responsabilités, de devoir remplacer le chef, de devoir tenir une cuisine, de se faire respecter quand on est une femme. Alors c'est ça, oui, le truc c'est qu'à un moment tu t'exposes, et du coup derrière toi il y a des gens, et du coup il faut aussi s'imposer, ou en tout cas maintenir son rôle. Alors qu'on sait pas tout faire, etc. De montrer que on sait gérer, etc. Donc ça c'était une grosse étape aussi. Ça me fait pas mal douter aussi à cette période-là, en me disant est-ce que j'ai envie de ce rythme. Je me repose aussi des questions sur le rythme, sur le fait parce que c'était un restaurant qui était ouvert 7 jours sur 7, où j'avais des week-ends mardi, mercredi, qui étaient pas forcément des rythmes qui permettaient d'avoir une vie sociale facile. Donc je pense que j'étais un peu arrivée aussi au bout en me disant, mais alors pardon, non, mais le nombre de fois où j'étais content le lundi soir de débarquer chez Semilla, mais voilà, c'était moi aux commandes. Moi j'étais très heureux. Donc ça avait ses avantages pour les gens. J'ai beaucoup travaillé le dimanche chez Semilla, alors que le chef était en repos. Et en même temps j'ai toujours adoré travailler le dimanche, c'est marrant. Mais voilà, du coup c'était aussi pas mal de réflexions sur comment j'ai envie de voir mon métier, et comment j'ai aussi envie d'avoir une vie à côté. Je pense que ça a toujours été aussi hyper important pour moi d'avoir un équilibre avec une vie privée, de justement, je parlais de culture au début, mais je suis pas une grande, voilà, j'ai un restaurant aujourd'hui, mais je suis pas une grande geek qui pense cuisine toute la journée, technique, etc. J'aime bien me nourrir de plein d'autres choses, et je pense que c'est un équilibre ultra nécessaire quand on veut être épanoui. Après, chacun fait comme il veut, mais moi je trouve que c'est dans mon équilibre personnel, c'est essentiel. Donc
Donc à ce moment-là, je me dis peut-être que je vais arrêter la cuisine. En tout cas, je ferai pas celle-là, ou en tout cas pas ce rythme. Ouais, pas ce rythme. Ouais, j'avais envie de faire les choses différemment. Donc à ce moment-là, je pense même à travailler dans un petit traiteur où on a des horaires en continu en journée, etc. Et concours de circonstances, encore une fois, on me contacte pour faire l'ouverture d'un restaurant en tant que chef. Donc c'est une sacrée proposition. Qui s'appelle qui va s'appeler le Mermoz. Et donc je pars de chez Semilla en novembre et je fais l'ouverture du Mermoz en janvier. Et tout s'enchaîne très vite. Je me prends au jeu et je me prépare tout de suite. Et en fait, je me rends compte qu'il y a plein de choses que je sais faire, que j'ai déjà mon petit réseau de producteurs avec qui j'ai justement travaillé chez Semilla, qu'il y a plein de choses que je me pose un vrai challenge et je crois que ça me plaît vachement. Tu te mets dedans. Je me mets dedans parce que le projet me plaît en fait. Je vois ce petit bistrot est un endroit, je me rappelle la première fois que je suis rentrée, ça m'a beaucoup plu. Il y avait une belle âme. Moi, il y a pas mal de choses où je suis alignée et je crois que je me dis que c'est l'opportunité de faire les choses à ma manière et on me laisse de la liberté et donc du coup ça me plaît quoi. Donc je me prends au jeu et on fait cette ouverture. Alors ouverture, day one, ça y est, t'es la chef, horrible. Les gens te regardent. Horrible. C'est horrible. Et pourquoi parce que c'est hyper stressant, que on est deux en cuisine. Avec donc Johan qui était mon second à l'époque, qui avait 6 mois de cuisine dans les pattes et je sais pas pourquoi j'ai pris Johan. Mais si je sais, mais parce que je sais pas pour son expérience. Non, mais parce que j'ai senti que ce serait une personne sur qui je pourrais me reposer et qui était avec qui je m'entendais très bien. Et ça a bien fonctionné, mais du coup effectivement je suis comme dirait Johan 1,5 en cuisine au début quoi. Donc du coup c'est très intense et en même temps ça se passe très bien. Qui est à l'ouverture? Qui vient quand un restaurant ouvre à Paris? Parce que c'est une scène qui est quand même scrutée. En fait on était donc c'était le Mermoz, c'était un restaurant qui était dans le 8e arrondissement, dans un quartier où il y a très peu de bons restaurants, de petits restaurants et de petites adresses. Et donc les avocats du quartier, toutes les personnes qui avaient envie d'une petite cantine se précipitent. Et donc on a tout de suite beaucoup de clients et ça marche bien. Et moi ça me plaît parce que je me dis vraiment, je me prends au jeu de faire une cuisine de marché avec des bons produits et je crois que je me dis c'est chouette et sans pression finalement. Je me dis que ça fonctionne bien et que je peux aussi m'exercer sur des choses que j'ai jamais faites seule en fait. Ouais. On parle de cuisine de marché, ok, mais à la carte, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui Alors il y avait à ce moment-là c'est une carte très courte avec 3 entrées, 3 plats, 2 desserts, avec souvent des poissons crus en entrée, marinés, avec j'adorais travailler avec les fruits, donc il y avait pas mal je me rappelle d'une dorade marinée avec des framboises. Il y a déjà beaucoup de légumes par rapport à ce que je fais aujourd'hui. Dans les constructions, dans les plats, il y avait une viande, un poisson et un plat végétarien déjà, donc déjà pas mal de travail sur les céréales, sur effectivement les légumes et sur les poissons je fais du lieu jaune avec un sabayon et des légumes rôtis, des choses assez simples mais je pense bien cuisinées et donc du coup ça plaît dans le sens où c'est aussi assez spontané quoi. Et ça va durer combien de temps cette aventure? Parce que là, tu vas t'y poser un petit moment quand même. Tu vas imprimer pendant 2 ans. Quelque chose, c'est ça? Ouais, pendant 2 ans et je vis vraiment ce que c'est que l'ouverture d'un restaurant. Donc je pense que c'est aussi déterminant comme expérience comme le propriétaire n'est pas dans le restaurant, je suis capitaine du bateau, je suis celle qui a le plus d'expérience et qui emmène tout le monde. Donc et qui impose aussi une certaine forme d'exigence, je crois. Pas pour le plaisir de tout le monde. Là, quand on dit ça avec le sourire et le petit rire, c'est que ça devait pas être facile au Mermoz. Pas facile tous les jours. Mais t'en as conscience? Ah ouais, j'en ai conscience, ouais. Je crois que ça a été très difficile. Je pense que à côté d'Athil, c'est facile. Et t'étais méchante.
j'étais pas méchante, mais j'étais dure, ouais. J'étais très dure. Je pense que et en même temps, ça a mis tout de suite un niveau, je pense, au Mermoz qui a plu à beaucoup de gens, quoi. Donc, et pour avoir un certain niveau de régularité, parce qu'il y a des gens qui venaient 3 fois par semaine, donc il fallait avoir de la régularité, fallait changer souvent, fallait tenir, quoi. Donc, et donc du coup, j'ai imposé une exigence. Et quand on a une équipe qui est pas forcément dans l'intégralité, une équipe qu'on a choisie, surtout en salle, il fallait que ça tienne bien, quoi. Donc je pense que j'ai embêté certaines personnes, mais au final c'était quand même une belle expérience, quoi. Ouais. Et puis il y avait un résultat. La scène commence à te regarder, on commence à parler de toi à ce moment-là et ton nom circule. Comment tu le prends? Quel retour t'as? Qu'est-ce que tu vis de ça en fait? Parce que pour la première fois, c'est toi qui es exposé. Bah c'est aussi très déroutant au début. C'est donc je gérais tout toute seule. J'avais quand même pas mal de presse et. Non mais il y a les premières critiques, il y a tout. Comment tu vis ça? Bah je le vis assez bien parce que c'est assez positif. Ouais. Non mais c'est quelque chose. Non mais c'est quelque chose et en même temps, je crois que j'ai été habituée, j'ai été formée dans des restaurants avec beaucoup d'exigences et avec justement cette relation aussi à la critique. Donc je crois que je suis pas trop déstabilisée non plus. J'ai vu mes autres chefs faire. Et je crois que j'ai observé aussi comment ils géraient justement ça, comment ils géraient les journalistes, comment ils géraient les critiques. Et donc, c'est quoi l'histoire de quelle distance on met entre ce qu'on est et ce qu'on dit de nous? Être aussi solide, je dis souvent solide sur ses appuis, en sachant ce qu'on fait. Et en fait, quand on a des critiques, souvent on sait ce qui sort de notre cuisine, on sait ce qu'on a mal fait, etc. Donc on sait aussi notre métier de toute façon, faut sans cesse se remettre en question. Donc on sait quand on se trompe en général. Donc dans la critique, tu découvres pas grand-chose finalement. Non. C'est qu'ils font bien leur boulot aussi. Voilà, ou sinon c'est de la critique gratuite et celle-là on la laisse passer, quoi. Ouais. Pourquoi tu t'en vas et vers où tu vas et quelles sont tes envies à ce moment-là après cette première expérience qui a fait de toi en fait une chef voilà. À Paris. Ben non mais c'est pas rien, c'est le moment où on devient un chef. À ce moment-là, j'ai envie de monter mon projet personnel parce que j'ai vu ce que c'était que qu'ouvrir un restaurant. J'ai un peu envie de faire les choses par moi-même. Et c'était encore pas assez. C'était pas encore assez. Mais non, parce que c'est encore pas vraiment chez moi. Mais il y a une différence, on n'en parle pas très souvent, mais il y a vraiment une différence entre être chef salarié et être chef propriétaire de son restaurant. Quoi, d'implication, d'engagement? Ouais, de liberté aussi. Et je pense que ça apporte d'autres libertés, ça apporte d'autres responsabilités qui sont importantes, mais et en même temps c'est une liberté qui pour moi que j'ai rééprouvée après parce que j'ai fait d'autres collaborations entre le Mermoz et Datil, mais pour moi c'était vraiment l'objectif parce que j'avais, je pense, éprouvé le fait de travailler pour d'autres gens et que j'avais envie de faire les choses aussi par moi-même. Et je m'étais rendu compte aussi je pense, de la joie d'un projet entrepreneurial, parce que j'ai un peu ce que j'ai vécu. Enfin, au Mermoz, j'ai participé à ça aussi, quoi. De voir l'évolution, T'avais une liberté quand même au Mermoz en termes de cuisine. Ah non, j'avais beaucoup de liberté sur la cuisine et tout. Mais en même temps, c'était pas mon restaurant, donc. Voilà. Il fallait cocher cette case. J'ai appris cette leçon avec le Mermoz. En octobre 2022, je visite donc le lieu actuel de Datil et ça fonctionne. Il y a des choses au début qui me bloquent et finalement on se rend compte que ça va le faire. Et donc à partir de novembre, c'est la course pour aller chercher de l'argent à la banque, monter son projet, enfin finaliser son projet parce que j'avais déjà mon business plan qui était prêt, j'avais déjà beaucoup de choses qui étaient quand même assez prêtes. Donc c'est parce que ça faisait longtemps que je cherchais. Et là c'est les banques, le stress des banques, le stress de la signature finale, le stress des travaux, tout ça s'enchaîne. Parallèlement, on fait une dernière
résidence avec le perchoir au Chalet des Îles à Vincennes pendant 2 mois. Ça nous permet à la fois de pouvoir gagner un peu d'argent et de se roder un petit peu, de se roder encore une fois, de reproposer une cuisine différente avec un autre modèle. Donc c'est une 3e ouverture. Donc ça c'est aussi encore un apprentissage sur comment on gère les ouvertures. Donc avec Lorraine, on était c'est vrai que ça fait un petit cumul quand même. Pour l'ouverture de Datil. C'était plus un sujet, elle confirme. Je pense que c'était notre ouverture la plus sereine presque. Donc ça c'était encore une fois aussi hyper intéressant d'avoir ça, même si c'était lourd à l'époque parce que pour le coup il y avait à ce moment-là il se passait beaucoup de choses entre les restaurants et tout, donc gros cumul et donc après enchaînement avec le suivi des travaux. Ça ressemble à quoi quand vous découvrez ce lieu? Il y a quoi ici? Alors maintenant on le voit et tout est travaillé et on sent qu'il y a une attention portée à tous les détails. On est rue des Gravilliers. Oui, je le précise pour que les gens veulent venir voir justement à quel point. C'est une rue très dynamique qui a beaucoup évolué depuis une dizaine d'années, qui est aujourd'hui un peu une rue. J'ai vu qu'il y avait un article qui était sorti sur le fait que c'était une des rues les plus dynamiques de Paris en termes de commerce de bouche. Donc moi j'aime bien parce que il y a une espèce d'effervescence. Il y a beaucoup de gens et beaucoup de passages. Et donc avant, je connaissais ce lieu, c'était un café qui s'appelait le Café Ineco, tenu par Inès, qui était quelqu'un que j'aimais beaucoup, et avec une cuisinière qui s'appelait Manon, que je connaissais et avec qui j'ai travaillé chez Semia. Donc c'était un lieu que je connaissais, que j'aimais beaucoup venir manger. Donc j'aimais bien l'âme déjà du lieu. C'était en très bon état, il y avait un architecte qui avait très bien fait les choses avant. Donc en fait, il y avait une base qui était très saine. Et ça, c'était aussi pas trop flippant parce que j'avais un peu peur de cette étape des travaux. Et en même temps, comme il y avait une base qui était très saine, il y a rien qu'on est cassé, où on s'est dit ah là là, mon Dieu, il y a ça qui est derrière. Ça roule. Mauvaise surprise, etc. On a eu très peu de mauvaises surprises et donc du coup, c'était presque agréable de faire des travaux dans ce lieu. Trop bien. C'est rare pour dire ça, c'est super rare. Voilà, bien. Je me sens hyper chanceuse aussi. Qu'est-ce que alors là, à ce moment-là, on investit le lieu et ce projet avec quelle intention, quelle optique? Parce que là, pour le coup, tu crées ton écrin. Alors oui, t'as eu plein d'ouvertures, mais là, on sent que on va poser ses valises quelque temps. Encore avec pas mal d'exigences. Non, mais avec le fait d'avoir cumulé beaucoup d'expériences, me donnait envie d'avoir vraiment une attention aux détails et il y a beaucoup de gens pour qui le premier restaurant c'est un banc d'essai où on se dit on va faire ce qu'on peut et on verra, etc. et avec souvent beaucoup de petits moyens, etc. Moi, j'avais envie que ce soit vraiment, je l'ai conçu comme un projet presque d'aboutissement d'expériences que j'avais vécues. Et donc avec aussi le fait de pouvoir se faire plaisir sur des choses, d'aller dans les détails, justement sur effectivement l'architecture, le choix de nos matériaux, le choix des meubles, de notre mobilier, de la vaisselle. Par exemple la vaisselle, on a travaillé avec une céramiste, même s'il y a beaucoup, évidemment c'est devenu impensif pour beaucoup de chefs, mais c'est une très belle collaboration qu'on a mis en place avec Judith Lasserie, qui a travaillé 6 mois avant l'ouverture du restaurant pour faire toute la vaisselle, qui fait tout à la main, elle a pas de tour, et elle fait un travail magnifique. Voilà, beaucoup de choses comme ça qui font plaisir dans un projet entrepreneurial où on prend quand même beaucoup de risques. Il y a être chef et il y a être chef d'entreprise. Et moi, j'ai mis du temps parce que je viens pas d'une famille d'entrepreneurs, je viens d'une famille de fonctionnaires qui n'avaient pas du tout l'esprit entrepreneurial. Et donc, j'ai mis du temps à avoir cet esprit entrepreneurial, de travailler aussi sur ses peurs. Je pense que c'est beaucoup ça, un projet entrepreneurial, c'est avoir le moins peur possible, avoir des peurs qui sont raisonnées
Et j'ai mis beaucoup de temps à me dire que je pouvais avoir confiance en moi, que j'étais sûre d'aller que j'étais sûre de moi, etc. Et n'avoir plus peur de ces étapes par lesquelles il faut passer entre les banques, les travaux, etc. Ouais. Faut maîtriser beaucoup de choses en même temps, quoi. Faut arriver à gérer la communication, à la fois être hyper présent pour son équipe, ne pas lâcher la cuisine. Voilà, donc c'est beaucoup de ça facteurs. fait pas mal de paramètres. Ouais. Quand tu t'apprêtes à ouvrir Datil et que tu dois raconter aux gens de quoi il s'agit, quand tu dois le pitcher à d'éventuels partenaires ou devant une banque, tu dis quoi? Alors Datil, ça va être comment? Ah bah alors Datil, parce que des restaurants on en a vu, mais le vôtre ça va être quoi? Ouais, je parle évidemment de la cuisine. Que tu décris comment à des banquiers? Comment on décrit la cuisine d'un restaurant si c'est pas un bistrot en disant vous aurez une bavette et puis l'échalote et puis un truc? Quand c'est pas ça, on dit quoi? Toi tu disais je quoi? parle d'un restaurant gastronomique tout de suite. Je pense que ça c'est comme ça que j'ai défini. Alors souvent on nous demande qu'est-ce qu'un restaurant gastronomique. J'ai parlé du fait que je voulais un restaurant où on vive une expérience unique, avec un menu unique, donc avec quand même aussi une place forte pour la cuisine, une cuisine d'auteur, et en même temps un travail aussi sur le vin, etc. Voilà, aujourd'hui je l'oublie pas et je pense que c'est central et c'est primordial d'avoir une équipe forte. J'avais déjà aussi je pense que c'était fort aussi dans mon projet d'avoir une équipe qui était déjà là autour de moi, avec pratiquement toute l'équipe recrutée au moment d'aller voir les banques. Ça c'est quelque chose qui sent, parce que quand tu racontes ton histoire et ce chemin-là, on sent que c'est toi et que tu parles de ton ouverture, mais en fait on sent qu'il y a autour de toi comme une constellation et qu'elle est là dès le début en fait. C'est primordial parce qu'on voit tellement de restaurants qui ouvrent et finalement les équipes sont pas assez solides et du coup c'est très difficile je pense pour les gens, pour les entrepreneurs. Donc moi je m'étais dit que c'était essentiel d'avoir une équipe qui soit forte, et ça je pense que pour les banques c'est hyper important aussi. Et après sur la cuisine et sur le projet, on avait effectivement pu s'exercer au perchoir, donc on a donné aussi l'exemple du perchoir sur cette cuisine poétique, en lien avec les maraîchers, très sensible aussi, même si pour les banquiers parfois c'est un mot un peu bizarre, mais parler de sensibilité. Ils comprennent pas les banquiers. Mais je pense qu'ils ont compris aussi tout ce que j'avais construit en amont sur justement cette cuisine qui était déjà quand même assez affirmée, assez identifiable aussi pour beaucoup de gens. C'est là qu'on voit l'intérêt des expériences précédentes et des vitrines qui ont apporté les résidences. Tout à fait. Donc je pense qu'ils ont compris qu'il y avait déjà quelque chose qui était installé et que ça allait être justement le projet du restaurant qui allait pouvoir prolonger ça, et que j'avais éprouvé d'autres expériences avant pour me dire mais en fait avoir mon propre restaurant c'est le bon endroit pour justement avoir la dose de liberté nécessaire. Donc on se rappelle forcément du jour où cette porte s'ouvre pour la première fois aux clients. Oui. C'était il y a pas si longtemps que ça. C'était il y a pas si longtemps que ça. C'est beaucoup de joie quand même, un peu de stress, mais c'était vraiment plus un moment de réalisation. On se dit ça y est, c'est bon, on y va. Même si c'est vraiment cette course aussi dont on parle très peu. C'est on finit les travaux. On a tout juste fini les travaux, on est encore en train de réparer le placard qui est branlant, et on vient tout juste d'avoir l'électricité qui est là, on continue, sinon ça saute toutes les 10 minutes, et il faut ouvrir le restaurant pour des raisons économiques. Et donc ça c'est quand même ça met une bonne dose de stress, et c'est des choses aussi parce qu'on voit des restaurants qui poupent tous les jours à Paris, et on parle pas des coulisses, quoi. On parle pas de ce oui, on a l'impression qu'effectivement, c'est... Voilà, on dit pas si le chef est justement propriétaire ou pas, comment ça s'est construit, qu'est-ce qu'il y a derrière, etc. Et ça, je trouve ça quand même dommage parfois. Parce que il y a aussi beaucoup de restaurants, il y a beaucoup de restaurants qui ferment. Oui, on connaît pas les conditions. On connaît pas les conditions, en fait. On connaît pas les conditions, et alors que c'est un sacré pari, une sacrée course entrepreneuriale, et en même temps ça qui vaut le coup d'être vécu, mais qui est complète, exigeante et très stressante. Il y a une fuite, il y a un problème de compteur, et machin. Pour avoir accès quand même à son outil de travail, contrairement à beaucoup de gens pour qui c'est un simple ordinateur ou un violon, c'est quand même beaucoup d'investissement. Donc ça est fait. Les gens arrivent. Comment tu vis tes premiers temps? Comment tu te sens en cuisine? Comment tu composes? Et elle était, comme tu l'as dit, composée en amont, mais ton équipe, quelle énergie, s'instille chez Datil?
Il y a un truc, parce que très vite on a commenté quelque chose. C'est la composition de ton équipe. Elle a fait l'objet de beaucoup d'articles. C'est un choix. C'est un choix. Alors c'est un choix, mais ça s'est fait. Au cas où les gens ne le sachent pas, il y a beaucoup de femmes en cuisine, mais une grande majorité. Une grande majorité de femmes, et c'était un pour moi. Enfin, j'avais envie d'en parler parce que je trouve que on n'ose pas encore assez parler de ce sujet-là, du fait qu'il n'y ait pas assez de femmes dans les cuisines, qu'elles sont pas assez représentées à des postes à responsabilité. Et alors qu'il y a 50% ou 40 ou 50% de femmes dans les écoles, quoi. Exactement. Et qu'après c'est plus compliqué. Et donc du coup, comme je pense que je parle depuis longtemps quand même de ce sujet-là, depuis le Mermoz, je pense que je reçois aussi beaucoup de CV féminins. Ouais. Et en fait, j'ai reçu des très bons CV féminins avec qui on a eu des expériences auparavant pendant les résidences. Et en fait, mon équipe s'est constituée naturellement, évidemment. J'ai pas fait de discrimination envers les hommes. Simplement, on a eu des talents féminins. J'ai eu envie de les mettre en avant. Et c'est comme ça aujourd'hui que ça se fait assez naturellement. Et je pense qu'il y a une espèce de boucle vertueuse du fait qu'il y ait des femmes. Mais évidemment, moi, je suis pour les équilibres. Alors toi qui as tout connu, justement, enfin tout connu, en tout cas qui a connu d'autres brigades, d'autres formules, d'autres chefs, d'autres ambiances, est-ce que ça apporte quelque chose entre guillemets d'avoir ce trait commun qui est celui du genre, ou est-ce que ce n'est pas un sujet en fait dans l'accomplissement de son métier au quotidien? Je pense que c'est plus l'ambiance qu'on veut mettre au sein du restaurant, et je pense qu'on avait une idée très claire de l'ambiance qu'on voulait mettre avec Lorraine, parce qu'on a été évidemment confrontés aussi à des cuisines qui étaient plus difficiles, peut-être plus macho, plus difficiles, où il fallait s'imposer, etc., et qu'on avait évidemment pas du tout envie de s'acheter d'Atil. Et qu'on on se parle de quoi? On se parle d'organisation un peu hiérarchique, pyramidale, un peu hiérarchique, avec où parfois c'est difficile de se faire entendre quand on est une femme. Donc ouais, on avait envie de quelque chose de effectivement un peu collégial, où on laisse la parole aux personnes avec qui on travaille. C'est aussi difficile, hein, on s'en aperçoit en le vivant, parce que les gens nous disent ce qu'ils ressentent. Et donc il faut l'entendre, il faut l'accepter, et donc on a mis en place... C'est-à-dire que tu as mis en place des moments ou une possibilité de dialogue dans tes équipes qui fait que parfois tu reçois de la réaction avec laquelle tu dois dealer, là où parfois dans un autre mode ou un autre environnement elle aurait été tue. Ouais, on laisse pas la place, et donc on fait beaucoup de briefings, beaucoup de moments où on essaie où on se parle, on fait des réunions, en fait, qui se passent dans beaucoup d'autres secteurs, mais dans la cuisine, c'est pas aussi courant. Et donc, on s'assoit tous autour d'une table, on discute, on laisse aussi pas mal de place pour justement toute la discussion sur la créativité. Voilà. Mais j'essaie aussi de prendre pas mal de temps avec mes équipes en salle. Et c'est ce qui, je pense, a créé aussi cet esprit au début, d'unité. C'est ce qu'on a voulu dire. On a dit, on veut pas de dissension entre la salle et la cuisine. On veut qu'il y ait une vraie esprit d'équipe. On veut que vous entendiez bien, on veut pas que voilà, parce qu'il y a tellement de restaurants où la salle et la cuisine s'entendent pas, où il y a des espèces de petites moments de rivalité, etc., où il y a des frustrations, et donc on essaie avec Lorraine d'avoir un mode de fonctionnement où effectivement on a presque une surabondance de communication. Parfois je me dis mais j'en fais trop, on passe beaucoup de temps à faire des entretiens, beaucoup de temps à vouloir aussi crever les abcès. C'est vraiment notre méthode. C'est dès qu'on sent qu'il y a un abcès, dès qu'on sent qu'il y a un truc d'incompréhension, on crève l'abcès. Vas-y, pose ton couteau. Voilà, pose ton couteau. Mais même en salle, il y a vraiment, on sent, parce que parfois nous on voit pas tout, parce qu'on n'est pas on n'est pas en salle, et c'est parfois aussi le plus difficile. Donc on essaie d'avoir un œil partout, aussi des relais dans nos managers, avec Adèle qui est en salle, qui est notre responsable de salle, qui fait aussi un super boulot depuis le début, qui a instigé aussi une super ambiance, un très bon esprit au sein de l'équipe. Et ça pour nous c'est dès que je sens qu'il y a, je sais pas, un mauvais esprit qui se dégage, ou des frustrations trop fortes, hop, on désamorce, on crève l'abcès, et on essaie de voir ce qui se passe, et c'est comme ça qu'il y a pas d'ambiance nocive, ou de choses d'amalgame, parce que parfois ça va vite, on en a marre, ça fait 3 heures qu'on bosse sur un truc, ça fait 3 heures qu'on équeute des épinards au sous-sol, et voilà, et c'est... Donc on essaie de créer ça. Ça a ses revers, parce que parfois effectivement on se prend des choses en retour. Il faut vraiment apprendre à se remettre en question, et apprendre à digérer les informations. Comment tu fais, toi qui étais exigeante? Je travaille aussi sur moi-même. Ouais, parce que tu veux emmener aussi les choses quelque part. Quand on est, c'est un peu comment dire, la figure du capitaine ou de l'entraîneur, tu vois. Bon, on n'est pas habitué culturellement à se dire que c'est toi qui dois emmener, mais en même temps tu dois écouter.
Ouais, on n'est pas habitué. Et parfois te prendre un truc du genre, bah ça me va pas en fait. Ah ouais, ouais. Ouais, mais du coup, je suis aussi assez entourée pour qu'on me dise... On sent qu'on est sur un work in progress. Ah ouais, c'est tout à fait un work in progress. Je le dis parce que je pense que j'ai beaucoup à apprendre là-dessus et en même temps, je trouve ça franchement passionnant. C'est le truc le plus dur et en même temps, je trouve ça hyper intéressant. Enfin, moi, c'est beaucoup de gens qui disent que le management, pour moi, c'est difficile et en même temps, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus intéressant dans les natures humaines, dans la compréhension des équipes, dans aussi de voir les évolutions. Parce que quand on voit des gens qui progressent, quand on voit des gens qui évoluent, qu'on emmène avec nous, qui changent, ça c'est magique. Enfin, je trouve que au niveau satisfaction aujourd'hui dans mon métier, ça m'émeut parce que je trouve ça hyper c'est presque là où je tire le plus de satisfaction quand je vois des profils qui commencent là on a un profil en cuisine qui a commencé en stage et elle évolue et on la voit évoluer, elle en ce moment elle fait des progrès énormes. Et ça c'est hyper satisfaisant parce que dans notre métier c'est très concret, c'est beaucoup moins le cas dans d'autres métiers, mais dans notre métier c'est très concret. Quand on voit quelqu'un qui commence à prendre de la vitesse, qui commence à acquérir plein de compétences et tout, c'est super beau quoi. Donc ça c'est je trouve ça à la fois très dur et en même temps très satisfaisant. La date de l'ouverture c'était quoi ? Le 25 septembre 2023. 25 septembre 2023, ouverture de Datil, mars 2024. Étoile. J'ai cru que tu l'avais oublié. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y avait en mars ? Ouais. C'était très drôle la scène parce que on était. Alors déjà, on a eu le directeur du guide Michelin qui est venu manger le vendredi de la semaine d'avant. Donc on s'est dit ça alors, ok. Bon, peut-être que. Et en même temps, en se disant. C'était un sujet ou pas ? T'y penses ? Alors en fait, on l'a pas du tout. Pour nous, c'était quand on a posé les bases du restaurant, les objectifs du restaurant, on a dit on voulait quand même beaucoup, encore une fois, d'exigence et de rigueur. Et donc. Tu me fais peur en fait. C'est marrant, c'est ce que me dit mon compagnon maintenant. Il dit tu me fais peur. Personne ne sait, mais tu me fais peur. Donc on voulait beaucoup. Donc il y avait cette envie quand même, il y avait cette envie. Et il y avait cette envie. Enfin, pas forcément d'étoiles, mais en tout cas de niveau. Non, mais de niveau. On savait à peu près où on voulait se situer. Mais je savais aussi qu'on était à Paris, qu'on avait la chance d'être dans le Marais, qu'on avait de la chance d'être aussi avec une émulation autre que celle du guide Michelin, qui pourrait faire vivre le restaurant si jamais le Michelin s'intéressait pas au restaurant. Et donc je savais aussi que on avait cette sécurité là en ouvrant là où j'ai ouvert et qu'on pourrait sans doute faire la cuisine qu'on voulait faire et donner et créer l'expérience qu'on voulait faire sans avoir la reconnaissance du Michelin. Perdu. Échec total puisque en quelques mois le Michelin est là. Une étoile. Ouais. Et donc là, c'est la tornade. Depuis, c'est la tornade. Mais tu l'as pris comment ? C'était quoi ? Alors la semaine d'avant, c'était 3 jours. Donc la Gwendal Poulenec vient, mais du coup on se dit peut-être que En même temps, faut bien qu'il mange cet homme. Voilà, donc peut-être que peut-être qu'il est à Paris, peut-être qu'il s'est dit que Datil c'était sympa. Voilà. Donc on se fait pas de plan sur la comète. Vous êtes sûr de cette Attendez, je vais y aller moi parce que. Voilà. Et 3 jours avant, on nous appelle. C'est moi qui décroche, alors que voilà, vous voyez mon rapport au téléphone. C'est moi qui décroche et on me dit bonjour, c'est le guide Michelin. Il y a une cérémonie dans 3 jours, vous êtes conviés. Et là, c'était drôle parce que toute l'équipe était là. Je sais plus quel était le moment, ça devait être un moment où on devait faire une réunion ou je sais pas. Et toute l'équipe m'a regardé au téléphone en me voyant changer de couleur. Et donc, on savait qu'on était conviés à la cérémonie, mais on savait pas encore ce qui se passait. Donc ça aurait pu être une étoile verte, ça aurait pu être rien du tout, je crois. Ça, je sais pas si ça arrive. Je suis pas sûre pour les premières. C'est cynique, hein, sinon c'est vraiment pas sympa. Sadique, ouais, venez. Donc on était conviés, donc on a commencé à se dire que il se passait quelque chose. Un peu de stress quand même avant, en se disant bon, qu'est-ce qui va se passer et donc on va à la cérémonie et on apprend
vraiment en même temps que tout le monde, en live. Et on avait quand même mis un écran au restaurant pour qu'ils aient la suivent, rediffusion, et c'était sympa parce on avait envie qu'ils soient tous ensemble au moment où c'est arrivé. Donc qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là? On est quand même très contente avec Lorraine parce que je pense qu'on a eu quand même, c'est une reconnaissance, et donc du coup on est quand même, je pense, hyper contente que ça arrive si vite. Contente que tous nos efforts et tous nos moments de, je pense, de discussion, soient reconnus, quoi. Et aussi, je pense qu'il y a la part aussi des valeurs qu'on a posées tout de suite à l'ouverture du restaurant, à la fois sur effectivement le fait de valoriser les femmes, mais aussi parler des violences en cuisine, dans la restauration, avec l'association Bondir dans laquelle on est engagé. Je pense qu'on n'a jamais caché nos valeurs, et je pense que ça, c'était aussi pour moi un écho supplémentaire. Un écho supplémentaire, mais surtout me dire qu'aujourd'hui le Michelin avait évolué dans ce sens-là et avait envie aussi de reconnaître les établissements qui s'engageaient dans ce sens, et ça c'était pour moi assez important. Ouais. Je ne dis pas que c'est un dernier truc à la mode et que ça sert à rien, quoi. Et depuis la vague, tu dis? Et depuis la tornade, ouais. Ah, la tornade, carrément. Ouais, j'appelle ça la tornade, quand même. C'est-à-dire que ça n'arrête pas de sonner, que tu peux pas répondre, que les journalistes veulent t'interviewer. On n'a pas ressenti l'effet 500 mails à traiter juste après, mais le carnet des réservations plein, et un engouement aussi médiatique, etc. Donc ça a été... même si on était, je pense, préparés aussi avec justement toute la structure dont je parlais tout à l'heure, le fait que j'étais hyper bien entourée, etc. Mais oui, ça a été quand même intense ces dernières semaines. C'est réjouissant ou pas? C'est très réjouissant. Simplement, il faut que le corps tienne, mais... Mais t'as l'air bien, là. Je reviens de vacances. Ah, c'est ça. On a pris une semaine de vacances. Ah, il y a quand même des petits tips. Ouais, les vacances, c'est pas con. Les vacances, ça sert. C'est quoi la suite? Comment tu te projettes? Comment tu l'écris? T'as envie de quoi? Parce que là, moi, je sors de table. J'ai déjeuné ici, donc j'ai vécu cette expérience. J'ai vécu des choses qui sont assez marquantes. Ce que tu dis de la cohésion du groupe, elle est c'est extrêmement visible. La traduction de ta cuisine dans les mots et dans la manière dont elle est amenée à table, et elle est déjà remarquable. Parce que on sent que ça fait corps. Que les deux font corps, la cuisine et la salle. Donc ça, c'est marquant. En plus des plats et de la cuisine, que je détaillerai dans un deuxième temps, après cette interview. C'est déjà très affirmé. C'est déjà un lieu. On vient chez Datil vivre quelque chose qu'on ne vivra pas chez le voisin. Oui. Donc quand on a déjà fait ça, qu'est-ce qu'on se dit pour la suite? Ça va aller où? On va monter en exigence. On se calme. Non, justement, j'avais plutôt envie de dire on se calme. Et non, la vie d'un restaurant et la vie de Datil là en ce moment, c'est aussi beaucoup de mouvements en fait. Là on va arriver à 1 an d'ouverture du restaurant. Il y avoir un peu de mouvement des équipes, même si on fait au mieux pour qu'elles restent et qu'elles soient confortables. Il y a un mouvement qui est inévitable, donc il faut gérer ce mouvement-là. Il faut gérer la forme, parce que du coup aussi on embauche aussi de manière supplémentaire. Donc c'est aussi parce que le restaurant fonctionne bien, que aussi ça c'est aussi grâce à l'étoile. Je pense que ça a assis quelque chose de manière économique. Donc ça et je pensais pas. J'étais assez aussi surprise par cet effet de l'étoile et le fait aussi que ça soit quelque chose pour les gens. Je pense que c'est une légitimité qui est très importante, alors que je pensais pas que c'était aussi important. J'étais formée dans un restaurant étoilé, donc je me rendais pas compte, mais c'est très important. Tu vois ce que la différence quand tu l'acquiers, quoi. Ouais, tu vois vraiment la différence. Et
Donc ça, j'ai envie que les choses soient solides, quoi. J'ai envie que... Donc là, il s'agit de consolider, de gérer. De consolider, ce mouvement. gérer, et puis aussi de développer des choses qu'on n'a pas forcément eu le temps de développer. Je pense à l'ouverture, parce qu'on est des espèces de courses, et notamment sur la cuisine, mais aussi sur le vin, parce que moi, sur le vin, j'adore le vin. J'adore le travail que fait Valentine, notre sommelière. J'ai envie de m'y intéresser plus. J'ai envie qu'on travaille encore sur cette expérience globale du restaurant, que ce soit encore plus harmonieux, qu'on puisse faire rentrer encore plus de vin. Alors tu parles du vin, c'est marrant parce qu'il faut savoir, et les gens s'en rendront compte quand ils viendront chez toi, c'est qu'il y a aussi une proposition qui est sans alcool, qui est extrêmement intéressante et qui est presque, moi c'est ce que j'ai fait à midi, avec des infusions, des sodas, des kombucha, des choses comme ça qui font que presque on n'a même pas envie d'aller voir dans la carte des vins parce qu'il y a déjà dès la première page de la carte des boissons une proposition qui est singulière et hyper attrayante. Oui, il y a une grosse demande aussi aujourd'hui, donc on s'adapte à ça. Mais c'est hyper dur pour le vin d'exister derrière, je trouve. Parce qu'on se dit une carte des vins, c'est-à-dire que oui, forcément. Ça dépend le moment aussi, je pense que vous êtes au déjeuner, on n'a pas forcément le même envie. On n'a pas forcément les mêmes envies, etc. Donc, Mais la carte des boissons sans alcool éveille une curiosité énorme. Ouais, mais on pense que c'est important aussi et que ça va très bien avec notre cuisine. Justement, vous parliez d'infusion et moi je pense que c'est très intéressant de travailler sur les infusions. On en fait beaucoup en cuisine, donc il faut qu'il y ait une vraie cohérence avec la cuisine qu'on fait. Et ça m'intéresse de réfléchir à cette cohérence, à l'expérience aussi, à tout ce qu'on peut lier à la cuisine. Voilà, j'ai envie d'ouvrir les portes de Datil, j'ai envie que on fasse des expériences croisées avec de l'art, avec tout ça, avec la culture. C'est ce qu'on a du mal à faire, je pense, en France aussi, c'est que on fasse vivre le restaurant aussi un peu différemment. Et puis en termes de cuisine, j'ai envie de pousser sur la recherche, sur là je vais embaucher une apprentie qui est à Sciences Po Lille, qui fait le master boire et manger et vivre, et qui va faire de la recherche sur la cuisine végétale. Et ça, je pense que c'est sur la cuisine végétale, mais sur d'autres choses, sur la cuisine paysanne, tout ça, tout dépend. Qui m'intéresse, mais qu'on a beaucoup de mal à trouver du temps pour. Ouais, t'as pas le temps de défricher voilà, tout donc ça. j'ai un peu envie de développer aussi ce côté recherche et développement, qui je pense est une vraie valeur ajoutée dans un restaurant où on n'a jamais le temps de se poser et de trouver. Trouver aussi des histoires à raconter. Je pense que c'est aussi ça le restaurant gastronomique d'aujourd'hui. C'est un restaurant où on se pose des questions, où on fait voyager un peu le client, où on essaie un peu de le faire percuter sur certaines choses, et en même temps toujours avec, pour moi ça reste un élément fondamental, une vraie notion de plaisir. Et ça c'est, je pense, aussi ce que j'ai appris dans tout mon parcours, et ce que moi j'aime au restaurant, c'est vraiment ce rapport au charnel, au sensuel, au moment qu'on passe, qui doit pas du tout, qui doit prendre le dessus sur justement sur les discours, les valeurs, la vision, voilà. Trop bien. Bon, on reviendra. Bon, il y a de l'exigence ici, mais j'ai l'impression qu'il y a une bonne ambiance parce qu'on entend toute l'équipe depuis tout à l'heure qui travaille, qui chante, qui machin, qui. Ouais, ça, on essaye de faire en sorte que les gens puissent être eux-mêmes. Ça, mais sans vouloir, en rajouter, mais c'est vrai, quoi. Enfin, pour moi, quand je vois. Ça chantait là. Ouais. C'est rare. Voilà. Ça chantait Sari, c'est pas mal. Ça chantait Sari, c'est vendredi après-midi. C'est assez rare pour être souligné. Elle était loin de nos micros, mais je peux vous assurer qu'on entendait bien la brigade chanter. Il règne chez Datil une ambiance qui, je pense, ressemble à la chef que vous venez d'entendre. Un équilibre entre délicatesse et exigence, entre bienveillance et performance. Attention, j'aime pas ce mot, et je suis sûr que Manon ne le validerait pas non plus, mais ce qui se passe ici à table traduit un engagement de haut niveau. Ouais, on ne se refait pas, chef. Alors même si l'objet ici n'est pas de se faire briller, mais plutôt d'explorer, de redéfinir les lignes d'une cuisine à tous les niveaux, le Michelin ne s'y est pas trompé, Datil s'écrit dans la singularité. Je me souviens très bien de mon déjeuner, des infusions, des sodas si bien pensés pour m'amener vers les champs que Manon et son équipe aiment cultiver.
Les asperges en plusieurs cuissons, condiments citron, légumes et pile-pile joyeux et un chou rhubarbe qui m'a scotché par ce mouvement qui nous emmène de la rusticité sur le papier au rang du raffiné. C'est un peu ce que j'ai ressenti dans cet échange avec Manon Fleury. Une base entière, décidée, presque brute et engagée, mais dans l'élan, un filtre. Une personnalité nuancée, réfléchie, délicate et, disons-le, empreinte d'une forme de poésie. Il y a des restaurants incontournables, des chefs iconiques, des comètes qui promettent, des enracinés qui font vibrer leur terre, des créatifs qui bousculent les lignes, et puis il y a des adresses comme Datil. Là où des mains sans prétendre s'activent, avant même d'ailleurs les mains, des esprits qui s'interrogent sur la raison qui les pousse à être ici, sur les valeurs avec lesquelles elles veulent conjuguer leur passion. Il y a là une cuisine qui traduit, je crois, le regard qu'on devrait porter sur notre temps. Ouais, c'est ça, il est bon de voir aujourd'hui des chefs cuisiner ainsi, dans le respect des uns et des choses qui nous entourent, avec l'idée d'une matière à magnifier, d'un chou qui se fait voiler, d'une mélodie qui se joue en plein champ. Merci Manon de m'avoir accordé ce temps et confié ton histoire, d'avoir dit sans filtre ton caractère, ta vocation et ton envie de si bien faire. Merci à vous de nous avoir écoutés, j'espère que cet épisode vous aura inspiré. Envoyez-moi des commentaires sur Insta @chefpodcast. Notez le podcast sur votre appli d'écoute si vous ne l'avez pas encore fait. Et d'ailleurs, donnez-moi votre avis sur Spotify, par exemple, désormais, c'est possible. Allez, on se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode, un talk sur un sujet qui va vous passionner, un nouvel épisode de Chef. Salut!